Voilà, c'est parti. Donc, on a 1 heure à peu près ensemble pour explorer ce sujet du luxe et de l'intelligence artificielle. Léava, merci de nous accompagner dans ce milieu. Avant de commencer, je voudrais que tu nous dises un petit peu comment tu en es arrivé là, toi, et pourquoi le luxe et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Alors, sur LinkedIn, pour ceux qui me connaissent, je suis la fille qui parle d'IA et de luxe. J'ai eu un master à l'EM Lyon dans le cursus de Luxury Management. Donc après, j'ai été en école de mode à Londres et après, je suis partie en Chine pour pouvoir étudier le marché du luxe asiatique. Et de là, comme j'avais déjà une licence en marketing digital, je suis restée sur cette lancée. J'ai été Digital Project Manager. Je suis Digital Project Manager, donc en innovation et luxury, toujours dans le secteur du luxe, parce que c'est vraiment un univers qui me fascine. Je vous expliquerai un peu plus en détail tout ça tout à l'heure. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressée en 2022 à l'intelligence artificielle lorsqu'il y a eu les premiers outils qui sont apparus, ChatGPT, Midjourney, etc. J'ai commencé à créer des concepts luxe que je vais vous montrer juste après. Et c'était vraiment par curiosité, on va dire, au tout début. J'ai commencé à poster des choses sur LinkedIn pour un peu faire un état des lieux de ce qui se faisait en IA, quels étaient les nouveaux outils, comment est-ce que ça s'utilise, pourquoi, les comparaisons entre les outils, tout ça. Et puis même aussi des sujets de société un peu sur l'IA, l'éthique, les biais, le remplacement des humains par l'IA, tout ça. Et finalement, sous mes posts LinkedIn, j'ai vu que c'était souvent beaucoup de débats. Il y a une communauté parisienne IA qui a commencé à se dessiner. J'ai rencontré de plus en plus de personnes dans le secteur de la tech et l'IA en particulier. Mais ce qui était drôle, c'est que tout le monde a un background hyper différent. On vient tous d'horizons très, très différents, mais on a tous cette curiosité qui a fait qu'on s'est retrouvés autour de l'IA. Suite à ça, j'ai eu la chance d'avoir le rôle d'ambassadrice Ivatech 2024. Et donc aussi, cette année, je suis rentrée au board de Women in Tech France en tant que creative director, donc un peu direction artistique, tout ça. Et pour un peu expliquer, Women in Tech Global a été créé il y a 5 ans à peu près. Dans le monde entier, nous sommes 200 000 adhérents et adhérentes. Donc, il y a autant d'hommes que de femmes. Et Women in Tech France a presque 1 an aujourd'hui et nous sommes 1500 adhérents et adhérentes. L'intérêt, c'est de pouvoir motiver et attiser la curiosité des femmes pour rejoindre le secteur de la tech en général. La tech, c'est très, très large. On n'est pas tous obligés d'être des ingénieurs, de savoir coder. Il y a aussi du marketing dans la tech, comme ce que je fais par exemple. Il y a du RH, il y a des sales, etc. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir profiter de la moitié des talents, qui sont les femmes, et de les intégrer aux talents des hommes, les combiner aux talents des hommes dans le secteur de la tech et de pouvoir ainsi avoir une croissance extrême de ce secteur-là en combinant du coup les capacités et les compétences de tout le monde, des hommes et des femmes. Donc voilà un peu comment est-ce que je suis arrivée dans l'intelligence artificielle. C'était beaucoup de curiosité, beaucoup ouais, je suis autodidacte en fait sur le secteur de l'IA du moins, hein, pas du digital et du luxe parce que voilà, vous avez vu que j'ai fait des études là-dedans, mais pour l'IA, c'était vraiment ça. C'était beaucoup de rencontres, assister à des conférences, en fait, beaucoup de conversations et de débats avec des individus qui étaient finalement aussi à tâtons sur le sujet, vu que c'est quelque chose de très, très, très récent. Donc voilà, moitié luxe, moitié tech. Par beaucoup d'expérimentation, en fait. Tu as appris par toi-même, tu as vu les outils, tu as commencé à jouer avec. Tu étais en Chine, tu disais, à l'époque, quand ça a commencé? Je revenais de Chine. Et j'étais chez Publicis non, c'était même après ça. Publicis pour un stage de fin de master. Et puis ensuite, à fond dans la création digitale de contenu. Et évidemment, quand on fait de la créa de contenu, lorsque l'IA a pointé le bout de son nez, j'ai été obligée de me lancer là-dedans pour pouvoir voir un peu de quoi il s'agissait. Et c'était pour moi la possibilité de mettre concrètement
sur papier, si je puis dire, sur écran, ce que j'avais en tête et ce que j'avais pas la capacité de faire parce que je suis pas graphiste et donc je suis pas bonne en Photoshop, etc. Et grâce à l'IA générative, en fait, j'avais la capacité de pouvoir vraiment mettre en image tous les concepts que j'avais en tête. Ouais, donc, vous avez des idées et l'IA générative t'a permis de les rendre visibles, etc. Tu as commencé à jouer avec quel outil au début? Mid-journée, vraiment mid-journée. J'ai essayé Dall-E, j'ai pas trop apprécié le rendu. Et donc, du coup, je me suis arrêtée sur Midjourney parce que c'est vraiment un aspect très esthétique, très fin, des lignes très pures, etc. Tu peux jouer avec les ombres, les perspectives. Et c'est vrai que ça colle beaucoup plus au code du luxe, du moins. D'accord. Et donc, tu commences en fait, ce que tu dis, c'est que tu commences à créer des nouvelles images dans le luxe et tu mets ça sur LinkedIn et tu as des réactions assez percutantes. En fait, de prime abord, c'était surtout par curiosité, j'essayais des choses et je montrais sur LinkedIn ce que je faisais. C'était en 2022, je me rappelle, j'avais mis un post sur une fausse boutique Moncler en forme de doudoune géante au sommet d'une montagne et j'avais fait croire avec un storytelling en post que c'était vraiment un nouveau retail store de la boutique Moncler à Megève, je crois que j'avais dit quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai eu 200 000 vues sur ce post alors que j'avais absolument pas d'abonnés sur LinkedIn, mais c'était tellement le début de l'IA générative que les gens ne pouvaient pas se rendre compte de ce qui était réaliste ou fictif. Et donc, dans ce cas-là, j'ai joué en fait sur cette limite très, très fine qui a fait que j'ai continué à faire comme ça des retail stores fictifs, tout le temps en faisant jouer les spectateurs en disant alors, à votre avis, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est pas vrai? J'avais fait aussi un McDo Yves Saint Laurent. Tu peux nous les montrer, les exemples dont tu parles? Là, j'avais d'autres exemples à vous montrer. Ceux-là, ils sont épinglés sur mon profil LinkedIn. Je vous laisse regarder. Mais si vous voulez, je vous montre d'autres collabs assez sympathiques que j'ai créés. J'en ai fait un paquet. Et je pense que ça peut vous plaire. Alors, j'ai fait la fausse collaboration Chanel et Smeg. La fausse collab Chanel et Smeg. Donc, j'ai repris cet aspect très rétro, très arrondi de Smeg. Donc, le frigo, la bouilloire, la machine à café, le toaster. Et puis, des couleurs très simples et très classiques de Chanel, le bicolore noir et blanc qu'on connaît bien avec ce logo. Donc, l'intérêt, c'était vraiment d'imaginer une ligne d'électroménager qu'on pourrait utiliser dans notre cuisine ou le matin, le petit-déj parfait, luxury vibe de Chanel et Smeg. Donc, j'imagine en fait des univers qui n'existent pas encore et qui, je trouve, iraient très, très bien ensemble. Et je me dis, bon, bah voilà, moi, au petit-déj, j'aimerais beaucoup avoir cette bouilloire et ce toaster. Alors, je vais l'imaginer s'il n'existe pas. Et donc, voilà, donc dans cette lancée-là, j'ai créé cette collab. Je peux vous montrer autre chose aussi. L'univers Hermès, qui est vraiment une maison que j'affectionne beaucoup parce que je suis cavalière et du coup, l'univers donc à la française, en mêlant en plus cette passion pour l'équitation et les chevaux. Donc vraiment, pour moi, c'était un vrai plaisir de créer cette pub fictive, donc avec voilà, la française, un petit peu le style à la française très simple, pas très sophistiqué, les cheveux lâchés, légèrement ondulés, un maquillage très discret, des vêtements plutôt simples dans les tons très neutres, noirs. Au milieu, voilà, une sorte de grande sculpture futuriste qui pourrait être devant un magasin Hermès, peut-être sur le faubourg Saint-Honoré. Et tout à droite, j'ai imaginé le nouvel an chez Hermès, comment est-ce que ce serait, donc dans les tons orangés de la couleur de cette maison qu'on remarque et qu'on reconnaît très bien. Voilà, dans un endroit assez minimaliste et très esthétique. Je vais vous montrer autre chose. Là, je me suis inspirée du parfum Miss Dior. Miss Dior avec son petit ruban rose qu'on connaît bien. Une maison, alors peut-être on va dire un immeuble haussmannien à la française avec des pétales roses qui sortent des fenêtres, avec un intérieur haussmannien avec des moulures, tout le temps dans les tons très très clairs, pastel, rose, beige, blanc. Un cygne qui perd ses plumes et qui s'envole au milieu de ce double séjour chic parisien. Donc voilà, toujours rester dans les codes de la maison et vraiment essayer de m'intégrer à une campagne marketing, soit qui existe, soit qui n'existe pas, mais vraiment faire en sorte que ce soit réaliste.
Après, je peux vous montrer quelque chose un peu plus streetwear. Nike et Dior. Nike, ben, on reconnaît le célèbre modèle de la Air Force One avec la virgule, etc. Donc ça encore, c'était un modèle qui était très connu par Midjourney. Donc dès que j'ai demandé à Midjourney de créer la Air Force One, bon bah évidemment comme c'est une chaussure très 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 réputée, etc. Donc il y a beaucoup de modèles sur Internet. Donc Midjourney n'a pas eu de mal à la reproduire. Mais par exemple, si j'avais demandé peut-être une Doc Martens, ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué pour le modèle. Mais là, la Air Force One, pardon, avec la toile de Jouy de Dior, des tons pastels, un peu gris perle, bleu, un intérieur très esthétique dans les formes arrondies, avec des néons blancs très très fins, quelque chose de très esthétique, très zen finalement, et une grosse doudoune bien puffy, bien oversize à la Nike, et toujours avec cette fameuse toile de Jouy et ce swoosh sur la poitrine, côté cœur. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Là, par exemple, mon dernier post LinkedIn, c'était Halloween in Paris. Donc, je reprends les grands monuments de la capitale et puis je les décore avec des chauves-souris, des citrouilles, des toiles d'araignée, des sorcières, etc. Donc, voilà. Mon intérêt, c'est vraiment de pouvoir créer des expériences immersives. Donc là, j'ai créé une vidéo aussi que je veux bien vous montrer, mais je crois qu'il n'y a pas de son. On avait fait un test avec Franck. Mais je peux vous montrer aussi pour un peu que vous voyez où est-ce qu'on en est au niveau vidéo dans l'intelligence artificielle générative, VS l'image statique qui est nettement plus développée avec une qualité beaucoup plus intéressante que la vidéo actuellement. Bon, je vais vous montrer quelque chose avec une version gratuite du logiciel Luma. Donc, c'est pour ça que c'est un peu flou, mais n'hésitez pas à prendre la version payante où vous aurez un résultat beaucoup plus intéressant. Je vous montre ça tout de suite. J'ai mis le bruit des vagues, je ne sais pas. Le bruit des vagues, des bulles de Perrier qui explosent, et à la fin, ce sorte de retail Perrier où on peut aller, enfin c'est un bar finalement, le bar Perrier sur la plage en forme de bulle de gaz, voilà, dans les tons verts de Perrier, le Perrier Beach Club. Ça s'inscrit un peu dans cette ambiance lifestyle que toutes les marques essayent de créer chaque été avec la plage Jacquemus, la plage Dolce Gabbana, etc. Donc là, c'était vraiment la plage Perrier. Donc, enfin, évidemment, il y a ce lien avec le minéral, eau minérale, mer, évidemment. Ouais. Et puis, rester dans cette ambiance de bulles et ces tons verts. Ouais. Ça te demande beaucoup de temps de créer enfin, tu nous as montré les photos, les vidéos peut-être un peu plus, mais c'est quoi? C'est l'ordre d'une semaine ou c'est un… Tout dépend finalement, tout dépend de mon inspiration, de la complexité de la chose, du brief. Est-ce que c'est un client qui va me demander un brief très, très, très précis? Et dans ce cas-là, ça peut mettre du temps avant de faire comprendre à la machine exactement ce que je demande. Je vais peut-être m'y reprendre à plusieurs fois, repartir à zéro, changer d'outil, etc. Évidemment, quand c'est un concept que j'ai moi-même en tête et je n'ai pas de guideline précise, bon, alors là, ça peut prendre quelques heures parce que je vais simplement me satisfaire de l'esthétique finale. Je vais peut-être avoir une idée A en tête et puis finalement l'idée qui a été insufflée par la machine me convient tout autant et je vais décider de partir sur cette ligne-là parce que ça me va aussi et c'est très joli, esthétiquement parlant, ça me convient. Donc, tout dépend du brief, etc. et de la complexité du concept. D'accord. Et il y en a que tu as fait sur la base de brief dans ce que tu nous as montré ou c'est juste des explorations personnelles? Là, je vous ai surtout montré des explorations personnelles. Ok. Et tu as un brief à nous partager ou Pour l'instant, rien qui peut être publiquement partagé, malheureusement. D'accord. Mais du coup, pour vous expliquer un petit peu le concept, je pars d'un ADN, donc une marque en particulier. Je vais faire attention à ses valeurs pour ne pas être dissonant entre les valeurs de la marque et le résultat généré par IA, évidemment. Donc, le savoir-faire de la marque, ce qui est hyper important pour l'industrie du luxe, son histoire, son héritage, etc. Donc, je vais vous parler de la maison Hermès, par exemple. Ça, c'est une maison française familiale, donc extrêmement importante de coller à l'héritage, à l'histoire de la marque et au savoir-faire pour ne pas avoir un résultat qui n'a rien à voir avec les valeurs de la marque. C'est hyper important et c'est comme ça qu'on a cet aspect réaliste et qui va coller avec l'ADN même de la maison.
Et c'est valable pour n'importe quelle marque finalement, que ce soit même une marque mainstream, grand public, ou que ce soit de l'industrie du luxe. C'est vraiment quelque chose en marketing qui est primordial si on veut être crédible et légitime. Donc, je vais utiliser les couleurs, le logo officiel de la marque pour pouvoir vraiment faire quelque chose de très carré, très soigné, avec vraiment le sens du détail. Et le but de tout ça, évidemment, parce que s'il n'y a pas de but, ça n'a aucun intérêt de créer pour créer, c'est de pouvoir créer une expérience immersive qui va faire appel à l'émotion, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, et d'autant plus dans l'industrie du luxe, c'est de pouvoir coller un storytelling, donc le pourquoi du comment. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous parlais de mon concept Miss Dior, c'est vraiment cet appel au rêve, c'est vraiment une immersion dans une maison toute rose avec des pétales, etc. Il y a un storytelling derrière, il y a l'image de la femme Dior, etc. Donc, il y a vraiment toute une histoire à laquelle il faut coller. Donc, si jamais on crée plusieurs images, plusieurs séries d'images, il faut vraiment qu'elles aient toutes un fil conducteur entre elles. Et l'intérêt de l'IA générative là-dedans, dans ce concept de campagne marketing, c'est que c'est hyper personnalisable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment générer rapidement, beaucoup plus que si on devait refaire un shooting photo de A à Z. Donc là, il y a vraiment ce concept de personnalisation qui est très intéressant. Et évidemment, d'interaction derrière, parce que lorsqu'on va mettre sur les réseaux sociaux quelque chose qui est IA généré, souvent, il va y avoir de l'engouement et de l'intérêt parce que ça sort des pubs traditionnelles, de ce qu'on voit habituellement à la télé et sur les réseaux sociaux. Et notre œil est tellement habitué qu'il peut y avoir cette fatigue, plus ou moins. Et c'est l'intérêt d'utiliser des nouvelles innovations, évidemment. Donc, que ce soit de l'IA ou ça peut être de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Ou d'investir le Web3. Oui. Donc ça, c'est l'intérêt de l'innovation. Et il y a cet aspect RSE qui est aussi intéressante. Notamment, j'aime beaucoup prendre cet exemple, mais parce qu'il est très parlant. Admettons, on a besoin de faire une nouvelle couverture pour Vogue. On va partir à l'autre bout du monde, on va aller à Bali. On va prendre une équipe technique et une équipe beauté de 20 personnes chacune. Donc, on a 40 personnes qui vont prendre l'avion, qui vont partir pendant 3 semaines à l'autre bout du monde pour avoir le bon shot avec la bonne lumière, le bon angle, etc., le bon décor, la bonne brise dans les cheveux. Et en fait, ça va avoir une empreinte carbone quand même assez colossale, alors qu'on pourrait générer une image pour la nouvelle couverture de Vogue en beaucoup moins de temps, avec beaucoup moins de moyens et beaucoup moins de personnes sur le sujet et sur le projet. Alors, OK, l'IA n'est pas zéro carbone, c'est sûr, parce que derrière, il y a des machines qui travaillent beaucoup, qui carburent, on va dire, des grands ordinateurs, des grosses machines et qui chauffent. Donc, oui, ça participe au réchauffement climatique, c'est sûr, mais si on devait faire le comparatif, je pense que la génération d'images donc avec l'intelligence artificielle est nettement plus RSE que les moyens traditionnels pour... C'est sûr, c'est sûr. Hein. Et sur les créas que tu as fait, ça a dû titiller les marques. J'imagine quelles étaient leurs réactions. Est-ce qu'elles se sont dit c'est génial, viens nous faire des... Comment ça s'est passé ça? Est-ce que tu as eu des retours Il y a beaucoup d'intérêt, de curiosité. Les marques vont tendre l'oreille, si je puis dire. Ils vont regarder, ils vont se demander ce que c'est, ils vont me poser des questions, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de labs en interne qui traitent le sujet, qui essayent de faire des choses en IA générative, mais il y a très, très, très peu de marques de luxe. Je dis bien de luxe parce que sinon, sur du mainstream, il y a quelques autres marques, genre Undies, qui ont lancé des campagnes, Mango, etc. Mais en marque de luxe, il y en a très, très peu qui ont eu le courage de lancer quelque chose publiquement. Il y a eu Lancel récemment qui a lancé quelque chose dans le monde du luxe, une campagne marketing, mais qui a un petit peu planté, si je peux me permettre, qui n'a pas été très bien reçue. En fait, le problème entre l'IA générative et l'industrie du luxe, c'est qu'il n'y a pas les mêmes codes. L'IA générative, ça va être extrêmement rapide, ça va être parfois de l'approximation. On ne peut pas tout contrôler 100%. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très précis comme du fait main de A à Z avec du Photoshop et l'intégralité et une équipe de graphistes qui est sur le sujet. Ça va être un peu plus approximatif et du coup, l'industrie du luxe va être très frileuse à se lancer corps et âme là-dedans, du moins
pour la création d'images, je dis bien la création d'images et de visuels et de sons, par exemple, parce qu'ils utilisent l'IA depuis très, très longtemps pour l'optimisation des process, pour la gestion des stocks, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Mais pour ce qui est des visuels IA générés, c'est beaucoup plus touchy parce que vraiment, il y a un vrai décalage entre le monde du luxe et l'IA. En fait, c'est juste que l'IA, l'IA générative, ça existe que depuis 2022. Il ne faut pas oublier. Donc, ce n'est pas une technologie qui est très, très à la pointe actuellement. C'est incroyable, hein, la croissance que ça a, évidemment. Mais entre l'industrie du luxe qui a des process hyper, hyper réglementés, très, très souvent artisanales, etc., c'est pas encore très, très au point, on va dire. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que l'artisanat est valorisé dans le luxe et l'IA, c'est l'inverse de l'artisanat, quoi. C'est une espèce de magie d'automatisation. C'est ça. Alors, il y a du vrai, il y a du faux. C'est-à-dire que c'est artisanal du fait que nous, les artistes IA, on est quand même des humains, c'est notre art, on va créer autant qu'un peintre prendrait son pinceau et sa palette et commencerait à s'exprimer. Nous, on le fait via un écran, comme les graphistes, par exemple. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi une grande part de magie, entre guillemets, parce qu'il y a une intelligence artificielle qui est combinée à notre intelligence humaine. Et donc, tout n'est pas de notre sort. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu dissonant avec les codes et l'ADN de l'industrie du luxe, pour l'instant, du moins. Pour l'instant, ouais, c'est vrai, on peut s'imaginer que si l'outil devient plus perfectionné et arrive plus à donner de la maîtrise dans le détail et qu'il y ait le beau geste qui se retranscrit dedans, peut-être que... et qu'aussi l'industrie du luxe, qui est très traditionnelle et très française, en tout cas je parle pour les maisons françaises, ont du mal à changer d'habitude. Ouais. Donc voilà, pour l'instant c'est une petite fermeture d'esprit, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Mais donc ça c'est sur le côté visuel, mais tu avais quand même quelques exemples, je crois, de boîtes qui avaient fait des choses visuellement et qui avaient utilisé l'IA, non, visuellement pour communiquer. Oui, 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 bien sûr. J'ai l'exemple, par exemple, de L'Oréal. J'ai une vidéo à vous montrer, mais bon, vu que vous n'entendez pas le son, je ne sais pas si c'est... On peut essayer. On peut essayer. Je vais essayer de vous montrer la vidéo. Vous me direz si vous avez le son. Alors, pour vous expliquer un petit peu, non, c'est pas L'Oréal, pardon, c'est Sephora, simplement. Je me suis trompée. C'est Sephora qui avait fait, mais ça date d'il y a 2012, je crois. Donc, c'était vraiment les pionniers. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour Sephora. C'est très, très important pour eux d'être à la pointe de l'innovation et de vraiment essayer d'utiliser l'IA et l'innovation au maximum pour leur expérience client. Donc, c'est une innovation, c'est une technologie, en fait, qui détecte la couleur de la peau, la carnation avec les teintes, les sous-tons, etc. et qui va pouvoir vraiment scanner la peau, vous sortir un hexacode. Donc, les graphistes, vous savez ce que c'est un hexacode. C'est si vous voulez, une référence, comme quand vous allez acheter votre couleur ou votre papier peint pour votre mur. C'est vraiment une référence de la couleur de votre peau et qui va pouvoir vous dire, voilà, ça, c'est la couleur de votre peau et voilà ce que nous avons en boutique qui correspond exactement à la couleur. Et donc, de ce fait, vous allez pouvoir avoir une expérience client augmentée parce que vous n'allez pas vous tromper dans l'achat de votre produit. Et donc, souvent, vous allez être extrêmement content de ce que vous avez acheté et donc un client heureux et d'un client qui revient. Et donc, grâce à ça, grâce à ce petit gadget, on va dire, en boutique, vous avez la possibilité d'avoir une expérience client décuplée. Donc, je vais essayer de vous mettre la vidéo. C'est un mini réel de 15 secondes qui est très sympa et qui veut tout dire. Donc, voyons voir. Ah, elle prend la peau de près, quoi. Ok. Voilà pour la petite vidéo.
C'est super intéressant. Voilà, donc là, on a une vidéo. Est-ce que c'est à chaud? Est-ce que ça a été orchestré ou pas? En tout cas, ça représente vraiment l'expérience client. Et c'était un vrai souci, le souci de toujours se tromper de couleur. Et aujourd'hui, bah voilà, grâce à l'innovation, Sephora a pu mettre en place cette intelligence artificielle pour pouvoir déjà changer l'expérience client en boutique et puis en plus de ça, la satisfaction du client. Et ça, c'est très important. Ouais, ouais. Toi, tu es arrivé sur l'IA et le luxe de par ta formation et après tes expérimentations. Tu as fait beaucoup sur les visuels, etc. Maintenant, avec la connaissance que tu as acquis, tu penses que l'intelligence artificielle aurait un impact sur quelle activité dans le luxe ou quel serait le plus gros impact de l'intelligence artificielle dans le luxe? Bah, déjà, actuellement, ça a un énorme impact sur tout ce qui est les process en interne, les optimisations, le stock, etc. C'est extrêmement important parce que, comme je vous ai dit, il y avait cet aspect RSE. Moi, je connais une boîte qui s'appelle Autone, A-U-T-O-N-E, qui est spécialisée dans le luxe. Et en fait, ça gère ça a beaucoup de... son cheval de bataille, en fait, c'est vraiment l'optimisation des stocks. Et grâce à un algorithme IA qui est intégré, je crois que c'est à la database à la base de données de la maison qui va acheter la technologie, en fait, ça analyse les tendances et les données. L'algorithme va pouvoir définir exactement quelle pièce doit être à quel moment, dans quel magasin et à quelle période pour avoir vraiment le bon vêtement au bon moment, au bon endroit. Ce qui a énormément d'avantages. Le premier, c'est que y a un boost des ventes. Si on est sûr d'avoir le bon vêtement au bon endroit au bon moment, bon, bah, du coup, la vente explose. Deuxièmement, il y a un calcul exact des stocks qui doit être mis en place. Donc, il y a beaucoup moins de surstock. Donc, moins de surstock égale moins de surproduction. Donc, ça, c'est aussi extrêmement intéressant d'un point de vue écologique et moins de rupture de stock. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'à partir du moment où on va mettre tant de pièces à disposition, on a plus ou moins une certitude que ces tant de pièces, c'est exactement le montant, enfin le taux de pièces, la quantité de pièces qu'il nous faut. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je trouve que c'est une innovation qui a été créée, qui est extrêmement intéressante et intelligente et qui va pouvoir bénéficier à toutes les maisons. Et aujourd'hui, Autone est spécialisé dans l'industrie du luxe et est en train de faire un carton plein. Ils ont un boost de dingue. J'avais vu leurs chiffres récemment. Je suis les fondateurs sur LinkedIn, donc je voyais un petit peu les news. Et ça, c'est la première chose, le premier impact que va avoir IA, par exemple, sur le luxe. Mais il y en a énormément d'autres. Et d'un point de vue marketing, c'est tout ce que j'ai pu vous montrer pour l'expérience client, etc., par exemple. Il y en a pour les RH, il y a énormément de cas d'usage. Ouais. Je vois quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Alors, grâce à l'intelligence artificielle, il est désormais possible de reconnaître un sac de luxe et contrefaçon. Est-ce que tu as vu des exemples autour de ça? Oui, il me semble que Vestiaire Collective a mis en place, bon alors ils étaient censés fermer, mais finalement ça n'a pas fermé, et puis ça a eu un gros boost et ça a bien recommencé de plus belle, heureusement d'ailleurs. Et Vestiaire Collective, qui donc est une entreprise de seconde main de marque de luxe, ont évidemment des experts qui vont pouvoir regarder les produits et vont pouvoir accepter ou non la mise en vente de ce produit sur leur plateforme. Mais avant ça, au préalable, vu le nombre de produits qui affluent sur la plateforme au jour le jour, il y a évidemment une présélection et cette présélection, c'est des algorithmes qui vont scanner les sacs. Donc, par exemple, moi, je suis un utilisateur, j'ai envie de vendre mon sac Vuitton sur cette plateforme. Je vais le photographier sous tous ses angles. Je vais l'envoyer sur la plateforme. Si l'algorithme, déjà, si mon sac passe le premier test de l'algorithme et qu'il est donc authentifié, je vais ensuite envoyer mon sac au showroom de Vestiaire Collective qui aura un deuxième check par un expert et ensuite mon sac sera mis en ligne sur la plateforme. Mais quoi qu'il en soit, ça aide énormément à pouvoir faciliter le flux, par exemple, de produits sur la plateforme et donc le temps utilisé par les humains. Par les humains, les experts qui font les authentifications des produits, je veux dire. Ouais. Donc, ça, un cas d'usage. Alors, une autre question, est-ce que tu as
un peu jouer avec les technologies IA génératives pour générer des vidéos. Oui, c'est ce que tu nous as montré tout à l'heure. Oui. Bah oui, ton truc Perrier, c'était quand même pas mal, assez poussé. Dans ce que tu nous as montré, bon, c'est sûr que les marques vont pas utiliser ça tel quel, pour toutes les raisons que tu nous as données. Mais par exemple, ça permet d'explorer des concepts assez rapidement, en fait, d'aller balayer une dizaine, vingtaine de concepts Exactement. voilà, et voir visuellement ce que ça donne et se dire, bah ouais, on va faire quelque chose de parfait par rapport à ça. Il y a une grosse valeur là-dessus. Ouais. Et ben pour donner un exemple, j'ai une entreprise une agence de communication, pardon, qui a un panel de plusieurs clients luxe, qui m'a contacté. Et en fait, leur problématique, c'était que quand ils pitchaient l'idée à leurs clients, ils n'avaient pas, autre qu'un mood board avec des photos attrapées sur Pinterest, ils n'avaient pas quelque chose de très visuel et qui pouvait faire en sorte que le client pouvait se projeter. Et donc, ils m'ont dit, est-ce que tu ne peux pas nous faire, grâce à notre pitch, grâce à notre brainstorming et à notre idée, est-ce que tu ne peux pas nous faire des visuels pour que vraiment le client puisse se projeter et puisse comprendre exactement ce qu'on veut lui vendre comme idée? Et en fait, ça, c'est un cas parmi tant d'autres, mais c'est extrêmement intéressant parce que ça peut déclencher une vente derrière. Oui, tout à fait, tout à fait. Et même, peut-être en interne, ils utilisent ça, mais je ne sais pas exactement le processus. Mais c'est un petit peu la question que je voulais te poser, c'est toi, tu es arrivé un petit peu là-dedans par curiosité, tu t'es dit, tiens, j'aime bien les outils, ça me permet de donner vie à toutes ces idées que j'ai par rapport à ces marques, etc. Où est-ce que tu vois ton activité ou aller dans les 2-3 ans, tu vois, est-ce que tu te dis justement vers ça ou Eh bien, l'activité de l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, elle est vaste. Donc, je fais autant de visuels IA générés pour des entreprises ou des événements ou peu importe. Mais je fais aussi d'autres choses dans l'IA, c'est-à-dire que je vais pouvoir donner des formations en entreprise, je vais pouvoir faire des conférences sur des sujets de société sur l'IA. C'est-à-dire que j'évolue en même temps que l'outil et la technologie. Donc, c'est-à-dire que je vais là où le concept ou la techno va. Si demain, ça part sur autre chose, ben, je bifurquerai aussi, mais je ne vais pas me cantonner corps et âme à faire simplement du visuel et n'avoir que cette expertise-là, parce qu'évidemment, il y a un jour où ce sera plus au goût du jour, ce sera plus le sujet, et il y aura quelque chose d'autre. C'est comme si aujourd'hui, un peintre de la Renaissance était resté peintre de la Renaissance, et puis à l'arrivée de l'appareil photo, il s'était dit, oh là 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 là, moi je vais certainement pas aller là-dessus, c'est pas mon truc, alors que bon, il peut y avoir cette curiosité, peut-être qu'il peut développer un concept annexe entre peinture et photo. Voilà, je pense que l'IA, et comme toutes les autres technologies, à partir du moment où on met un pied dans le digital, il faut savoir évoluer avec la techno parce que sinon, ça va être très, très compliqué. Tu parlais d'outils. Il y a Raphaël qui demande qu'est-ce que tu recommandes comme IA qui permettent de convertir des mood boards en vidéo. Qu'est-ce que tu utilises comme stack d'outils, toi? Alors, comme je disais la dernière fois qu'on discutait en off, Franck, je te parlais du workflow. C'est les process, en fait, le process qu'on a dans notre travail, quel outil on va utiliser, pour quelles raisons, etc. On a tous des workflows différents. Chaque créateur, chaque artiste, chaque formateur, par exemple, aura un workflow différent avec des outils différents qu'on va utiliser en fonction de notre sensibilité. Moi, mon vrai outil de prédilection pour les visuels, c'est Midjourney, pour toutes les raisons que j'ai énoncées auparavant. Maintenant, pour la vidéo, je suis beaucoup plus sur Kling, Kling, parce que je trouve que ça a vraiment un très, très bon rendu. Et encore, j'utilisais que la version gratuite, alors que je sais que la version payante est exceptionnelle, donc je vais vite me prendre un abonnement, mais je vous le conseille aussi. Donc, pour mettre tes moodboards en vidéo, je te conseille grandement donc, de faire tes moodboards avec des visuels générés par Midjourney. Si jamais même ce sont des photos que tu as pu trouver sur Pinterest ou sur Google Lens ou peu importe, tu peux toujours les mettre dans Kling aussi et pouvoir les animer.
je pense que c'est très intéressant. Et ensuite, comme je vois un message de Patrick.d qui dit CapCut.com, CapCut, c'est aussi super, c'est gratuit et c'est hyper facile, hyper intuitif à utiliser pour faire tes montages vidéo. Mais encore une fois, ça, c'est ton workflow. Donc, le workflow, je dirais, c'est utiliser Midjourney, ensuite convertir cette image statique en vidéo sur Kling. Et ensuite, si tu dois faire un montage, utiliser CapCut qui est très, très facile d'utilisation. C'est quoi les retours que tu as eu de ce que tu as posté? Donc, tu avais beaucoup de personnes qui commentaient, etc. Est-ce que tu as des marques qui t'ont dit que vous n'avez pas le droit de faire ça, retirer votre vidéo, des choses comme ça? Non. Très peur au début. Ça n'est pas du tout arrivé. Premièrement, parce que je ne commercialise pas mes images. Donc, je ne fais pas de vente là-dessus. Donc, à partir du moment où je ne génère pas de profit, je ne pense pas que je puisse être attaquée ou attaquable. Maintenant, si jamais c'est juste une possibilité d'avoir une distorsion de l'image de marque parce que j'ai mal traduit un message de telle ou telle marque et donc, du coup, ça peut porter à confusion parce que trop réaliste, ce que je conçois, là, peut-être que je pourrais être attaquée et attaquable. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Pourtant, les CEO des marques que j'ai à qui j'ai pu emprunter l'identité ont vu. J'ai vu dans mes stats et dans les analyses de données, j'ai vu que certains CEO sont tombés sur mes contenus. J'ai jamais eu de problème. En fait, il y a aussi cette histoire de... On ne sait pas où est la loi sur l'IA générative actuellement. Il n'y a rien qui est très, très clair. Il n'y a rien qui a été acté encore. En plus de ça, les lois diffèrent d'un pays à l'autre, de la zone européenne et à l'étranger, donc aux États-Unis et en France. Donc, encore une fois, on ne peut pas être vraiment attaqué parce qu'il n'y a rien de concret qui est dit. Il n'y a pas de texte encore à proprement parler. Ça ne saurait tarder d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai projet de loi qui est en train d'être discuté, mais pour l'instant non. Et puis peut-être que en même temps, alors déjà je dis toujours que c'est de l'intelligence artificielle, donc je me protège plus ou moins, mais pour l'instant non, j'ai pas encore eu de problème. Et au contraire, tu as eu des opportunités. Pardon? Au contraire, tu as eu des opportunités, j'imagine. Pour le coup, oui. Ouais. Et surtout, je fais en sorte d'être toujours respectueuse de l'image de marque et je ne vais jamais faire quelque chose complètement loufoque. Et en plus, même si je me rappelle bien, il y a eu un cas où il y avait un artiste qui avait fait le pape en doudoune Balenciaga oversize, blanche et tout. Ça aurait pu être vu comme un blasphème pour certaines personnes, etc. Il y a eu une polémique à ce sujet, mais à ce que je sache, il n'y a pas eu de procès ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émulation. Mais juridiquement parlant, il ne s'est encore rien passé, en tout cas à ce que je sache. Ok, super. Écoute, il y a encore une ou deux questions. On me dit une version de Lidl d'un sac Gucci. Tu vois, ça abîme l'image de Gucci quand même. Eh bien, si je peux me permettre, je ne suis pas totalement d'accord avec toi parce que il y a eu une tonne de collaborations avec des marques mainstream et des marques de luxe. Par exemple, je te dirais Adidas et Gucci. Peut-être que tu trouves qu'Adidas est un petit peu plus cheap que Gucci, mais ça existe. Il y a des collabs qui sont faites là-dessus. Il y a Lidl qui a créé une collection capsule mode avec des chaussettes, des baskets, je crois aussi, des chapeaux, etc., qui sont extrêmement produites en très petite quantité, en fait, qui sont des collections très, très, très limitées et qui ont eu un boost énorme à tel point que ça se revend sur le web à des prix exorbitants alors que c'est du Lidl, mais simplement parce qu'il y a un impact marketing derrière qui a été extrêmement bien réfléchi et qui fait qu'aujourd'hui, tu peux acheter des chaussettes Lidl. Je ne sais pas, je n'ai pas le prix en tête, mais je pense que ça peut être revendu à des centaines d'euros alors que ça reste des chaussettes Lidl. Donc, je ne pense pas que Gucci x Lidl, ça pourrait faire polémique. La preuve, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un McDo Yves Saint Laurent et ça peut être, c'est exactement les opposés. C'est le fast-food américain et le luxe, l'excellence à la française, le prestige Yves Saint Laurent. Et malgré tout, ça a été quand même super bien reçu sur les réseaux sociaux avec plus de 200 000 impressions. Donc, je t'invite à regarder sur LinkedIn et regarder un petit peu les commentaires. Mais j'ai été aussi très surprise des résultats.
Ouais, ouais, ça peut être contre-intuitif, un peu les réponses des utilisateurs, des fois. C'est ça. C'est Ouais, la curiosité, l'innovation, alors parfois, c'est assez bien reçu. super. Léava, on a couvert pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais couvrir? Pas tant. Je sais que enfin, c'est des conversations qu'on peut, on ne peut jamais s'arrêter de parler d'IA et de tous les sujets qui s'y apparentent. Peut-être quelques actus sur moi, si vous voulez. J'ai un podcast de comptoir IA que j'ai fait avec Nicolas Guyon, qui dure 1 heure. Vraiment, on couvre énormément de sujets de l'IA, que ce soit de la médecine, que ce soit le luxe, que ce soit les biais et l'éthique, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je donne des cours en ligne sur Cléo Academy, qui est une plateforme que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est vraiment en lien avec l'intégration des femmes dans la tech. 60% des expertes sur cette plateforme en ligne sont des femmes et donc et vous explique énormément de sujets, que ce soit sur le Web 3, sur la blockchain, sur le métaverse, sur l'IA, sur le marketing, sur les sales, etc. Vous avez énormément de sujets couverts sur Cléo Academy. N'hésitez pas. D'ailleurs, je vous donne un petit code promo. Je crois que c'est Women in Tech 30. Et vous avez 30% sur les cours de Cléo Academy. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a énormément de choses si vous voulez continuer à vous instruire sur les sujets. Et puis, évidemment, rejoignez-nous sur Women in Tech, sur la plateforme. C'est gratuit. Vous pouvez nous rejoindre sur plein d'events qu'on fait dans Paris. On est partenaire officiel de The Sandbox. On a aussi un hackathon qu'on va faire dans les lycées en décembre, qui se tiendra à l'école 42. Et l'intérêt, c'est de pouvoir motiver les lycéens et lycéennes à créer un projet technologique grâce à des mentors de IBM qui nous soutiennent d'ailleurs. Et l'intérêt, c'est de pouvoir montrer aux femmes qu'elles peuvent, et aux petites filles, aux jeunes filles, qu'elles peuvent intégrer l'industrie de la tech sans peur, parce qu'on est tous capables de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Donc voilà, Women in Tech, c'est vraiment des sujets sur l'éthique et des sujets sociétaux qui mêlent tech et société. Je vous conseille de nous rejoindre, c'est complètement gratuit et on fait plein d'events et on serait très heureux de vous rencontrer. Et moi aussi. Voilà. Il y a une question d'Estelle qui demande si tu peux montrer à quoi ressemble un prompt d'un de tes projets. J'ai pas quelque chose. Elle peut m'envoyer un message si elle veut sur LinkedIn. J'essaierai de trouver un prompt que je mets sur Midjourney. Je lui enverrai. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis pas adepte des grandes tartines de prompts qui font 25 lignes. Je suis plutôt du genre à mettre 2-3 lignes et aller à tâtons avec l'outil en essayant de comprendre ce qu'il comprend et de comprendre ce qu'il ne comprend pas et d'essayer d'esquiver les mots qu'il ne comprend pas pour pouvoir vraiment avoir le résultat souhaité. Et surtout, n'hésite pas à passer du temps à lui faire comprendre. Même si tu penses que Midjourney a la tête dure, il finira par comprendre ce que tu veux. Il suffit juste de retourner peut-être la phrase ou le sujet pour pouvoir avoir ce que tu veux. Et n'hésite pas à m'écrire. En tout cas, tous ceux qui sont dans le live, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai ravie de vous répondre sur des sujets IA et des questions que vous vous posez. Ok, super, super. Écoute, merci Léava pour le temps, pour ces éclairages. Avec plaisir. Je vous mets juste ici, si vous voulez, mes coordonnées. Comme ça, vous pouvez me contacter. Hop, je partage cela tout de suite. Vous pouvez faire un screenshot si vous voulez, comme ça, nous pouvons discuter ensemble. Et nous, on va envoyer la vidéo après aux participants qui se sont inscrits. Mais super, The House of Flame, super. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Merci à vous, au revoir. Au revoir.